L'aube se levait lentement sur la mer du Nord, le 8 juin de l'an 793. Le long de la côte rocheuse du Northumberland, les moines du monastère de Lindisfarne s'éveillaient dans leurs cellules, se préparant pour les prières du matin comme ils le faisaient depuis des générations. Le sanctuaire insulaire se dressait depuis près de 2 siècles, tel un phare du savoir et de la dévotion chrétienne. Ces bâtiments de pierre abritant des manuscrits enluminés et des reliques sacrées. Alors que les frères se rassemblaient dans la chapelle, leurs voix s'élevant en hymne, ils n'avaient aucune raison de soupçonner que ce matin serait différent des autres. Mais à l'horizon, des silhouettes apparurent à travers la brume matinale, de fins navires aux proues en forme de tête de dragon, fendant rapidement les vagues. En quelques heures, le monastère ne serait plus que ruine, ses moines tués ou réduits en esclavage, ses trésors pillés. L'onde de choc de ce simple raid allait se répercuter à travers l'Europe médiévale pendant les 3 siècles suivants. L'âge des Vikings avait commencé, et en son cœur se trouvait une merveille technologique qui allait remodeler le monde médiéval. Le drakkar. Dans cette vidéo, vous découvrirez pourquoi les drakkars vikings sont devenus l'arme navale la plus terrifiante de l'Europe médiévale, et comment ces chefs-d'œuvre d'ingénierie combinaient une conception révolutionnaire à une supériorité tactique dévastatrice. Nous révélerons l'ingénieuse construction à clin qui permettait aux coques de fléchir avec les vagues de l'océan plutôt que de lutter contre elles. Nous explorerons les matériaux et le savoir-faire qui ont permis de créer des navires plus légers et plus rapides que tout ce qui flottait. Et nous examinerons les trésors archéologiques qui ont survécu à un millénaire enfoui dans l'argile scandinave. Vous apprendrez comment les Vikings exploitaient les faibles tirants d'eau et les systèmes de propulsion double pour frapper à des centaines de kilomètres à l'intérieur des terres, semant la terreur dans des lieux qui se croyaient inatteignables. Nous lèverons le voile sur la guerre psychologique qui a fait de la silhouette à proue de dragon un symbole de terreur de l'Angleterre à la Méditerranée. Nous retracerons les voyages remarquables qui ont mené les explorateurs nordiques à travers l'Atlantique Nord jusqu'en Amérique du Nord des siècles avant Colomb. Et nous comprendrons à la fois les avantages tactiques qui rendaient les drakkars invincibles et les faiblesses qui les ont finalement rendus obsolètes. Ce voyage nous emmène de l'innovation technique à la domination militaire, de l'impact historique à l'héritage durable, révélant comment des outils simples, une profonde connaissance des matériaux et une conception brillante ont créé une arme qui a changé l'histoire. Qu'est-ce qui rendait ces navires si redoutablement efficaces alors que les autres navires médiévaux peinaient en haute mer? Comment les charpentiers de marine nordiques, ne travaillant avec rien de plus sophistiqué que des haches et des tarières, ont-ils créé des navires de guerre capables de traverser les océans tout en naviguant sur des rivières d'à peine 1 mètre de profondeur? La réponse réside dans une convergence remarquable de génie mécanique, d'innovation tactique et d'intelligence stratégique. Ce n'étaient pas de simples bateaux, c'étaient des instruments de guerre et d'exploration de précision, façonnés par des générations de connaissances accumulées et affinées, jusqu'à ce que chaque planche, chaque rivet, chaque courbe de la coque ait une fonction. Le drakkar représentait le summum de la technologie maritime de l'Europe du Nord, une synthèse de sagesse pratique et d'innovation audacieuse qui allait influencer la construction navale pour les siècles à venir. Embarquons pour cette exploration de l'une des plus remarquables réalisations technologiques de l'histoire, à la découverte des secrets qui ont fait du drakkar viking la terreur des mers médiévales. Pour comprendre pourquoi les drakkars dominaient les eaux médiévales, nous devons d'abord examiner la méthode de construction qui a rendu tout le reste possible. Autour de l'an 300 de notre ère, les charpentiers de marine d'Europe du Nord ont développé une technique de construction qui allait révolutionner la navigation, la construction à clin. Également appelée construction à franc-bord superposée, cette méthode consistait à superposer des planches longitudinales le long de la coque
et à les assembler avec des rivets en fer. Les plus anciens exemples avec des fixations métalliques datent d'environ 310 à 320 de notre ère, découverts dans des navires comme les bateaux de Needham et de Björk. Ce qui distinguait la construction à clin des autres traditions de construction navale était son approche fondamentale. Construire d'abord l'enveloppe extérieure, puis ajouter la charpente interne ensuite. Cela contrastait vivement avec la méthode méditerranéenne de construction à carvelle, où les planches étaient posées bord à bord contre une charpente préconstruite. La différence peut sembler purement technique, mais elle allait s'avérer révolutionnaire. Imaginez un artisan sélectionnant un chêne ancien, fendant des planches dans le sens du grain, puis superposant soigneusement chaque virure comme les écailles d'un serpent. Le chevauchement lui-même devenait structurel, chaque rivet ne se contentant pas d'assembler le bois, mais créant une surface continue et flexible, capable de répondre aux mouvements de la mer. C'était une construction née d'une connaissance intime des eaux du Nord, où les mers agitées et les courants puissants exigeaient des navires capables de s'adapter plutôt que de simplement endurer. Mais le véritable génie ne résidait pas seulement dans le chevauchement des planches, il résidait dans ce que cette méthode de construction permettait. Les virures superposées ajoutaient une force considérable à la coque, ce qui signifiait que les membrures internes pouvaient être beaucoup plus légères que celles requises dans une construction rigide, à charpente première. En fait, la charpente d'un drakkar viking ne maintenait pas du tout le bateau assemblé. L'enveloppe elle-même assurait l'intégrité structurelle. Le but de la charpente était simplement de transmettre les forces entre la coque et les systèmes de propulsion, les rames et la voile. Cette distinction apparemment subtile créait des avantages considérables. Comme la charpente ne supportait pas la charge principale, la coque pouvait fléchir longitudinalement de la proue à la poupe et en torsion, se tordant sur sa longueur au passage des vagues. Plutôt que de résister rigidement à la puissance de l'océan, le drakkar bougeait avec lui, se pliant et fléchissant comme un être vivant. Les galères méditerranéennes contemporaines, construites de manière rigide pour résister à l'action des vagues, luttaient constamment contre la mer. Les navires vikings dansaient avec elle. La réduction des contraintes structurelles que cette flexibilité offrait signifiait moins d'usure des matériaux, moins de défaillances catastrophiques dans les tempêtes et, plus remarquable encore, la capacité de construire des navires qui étaient à la fois plus légers et plus navigables que n'importe quelle conception contemporaine. L'American Society of Mechanical Engineers reconnaîtra plus tard cette profonde compréhension de la flexibilité comme l'une des contributions les plus significatives des Vikings à l'ingénierie. Un principe qui ne serait pleinement apprécié par les autres constructeurs de navires que des siècles plus tard. Cette flexibilité se combinait à une autre innovation cruciale, le faible tirant d'eau. Un drakkar viking typique n'avait qu'un tirant d'eau d'environ 1 mètre, soit environ un demi-mètre pour les plus petits navires appelés snekkjas. Considérez ce que cela signifiait sur le plan stratégique. Les rivières qui arrêteraient net une galère méditerranéenne ou un navire de charge anglo-saxon devenaient des autoroutes pour les pillards vikings. La Tamise, la Seine, la Loire, des voies navigables qui pénétraient profondément au cœur des royaumes, étaient toutes ouvertes à des navires capables de naviguer dans à peine 1 mètre d'eau. Les débarquements sur les plages devenaient possibles sur pratiquement n'importe quel littoral. Les Vikings n'avaient pas besoin de port ou de quai. Ils visaient simplement le rivage, et lorsque la quille touchait le sable, les guerriers sautaient dans les vagues et chargeaient vers l'intérieur des terres. Plus remarquable encore, les drakkars étaient assez légers pour être transportés par portage, c'est-à-dire portés par voie terrestre entre 2 cours d'eau. Des preuves archéologiques et des récits historiques décrivent des Vikings transportant leurs navires à travers d'étroits isthmes, contournant les fortifications et les positions défensives qui contrôlaient les passages fluviaux.
Aucune colonie côtière ne pouvait se considérer en sécurité, et les localités de l'intérieur qui se pensaient protégées par la distance voyaient soudain surgir des pillards aux proues de dragons de rivière, censés ne pas pouvoir accueillir de navires de mer. Cette capacité amphibie a transformé la guerre médiévale, créant une nouvelle catégorie de menaces que l'infrastructure militaire existante ne pouvait tout simplement pas contrer. La conception symétrique du drakkar complétait ces avantages. La proue et la poupe étaient construites à l'identique, s'élevant en courbe gracieuse pour se rejoindre à la ligne de flottaison. Les navires modernes ont des sections avant et arrière bien distinctes pour une bonne raison. C'est plus efficace pour un déplacement unidirectionnel. Les charpentiers de marine viking ont sacrifié cette efficacité pour quelque chose de plus précieux dans leur contexte tactique, la capacité d'inverser la direction instantanément. Dans un fjord ou une rivière étroite, faire demi-tour à un long navire demande de l'espace et du temps, des luxes qu'une troupe de pillards ne pouvait souvent pas se permettre. Mais un drakkar n'avait qu'à nager en arrière et la poupe devenait la proue, le navire glissant en marche arrière aussi facilement qu'il avait avancé. Imaginez les implications tactiques. Les Vikings pouvaient remonter une rivière, rencontrer de la résistance et se retirer rapidement, sans le moment vulnérable du demi-tour. Ils pouvaient échouer leur navire proue la première pour un débarquement rapide, puis repartir poupe la première lorsque l'alarme était donnée. Cette capacité bidirectionnelle n'était pas simplement pratique, elle a fondamentalement changé la façon dont ces navires pouvaient être employés à la guerre. Le profil symétrique contribuait également à l'impact psychologique. De loin, un drakkar semblait aussi menaçant de chaque extrémité. Ces schémas de mouvement étranges et imprévisibles pour des défenseurs habitués à des navires conventionnels, avec une orientation avant claire. Chaque aspect de la conception fonctionnait en synergie, créant un navire plus grand que la somme de ses parties, flexible mais solide, à faible tirant d'eau mais capable de naviguer en haute mer, spécialisé mais polyvalent de manière qui s'avérerait redoutablement efficace. Les capacités remarquables du drakkar prenaient naissance dans la forêt. Le chêne, ce puissant monarque des forêts d'Europe du Nord, fournissait le matériau principal pour les quilles, les étraves et les bordages principaux. Les Vikings ne choisissaient pas le chêne simplement pour sa disponibilité. Ils le sélectionnaient pour des propriétés spécifiques qui s'avéreraient essentielles aux performances de leurs navires. Le chêne est solide, durable et naturellement résistant à la pourriture, des qualités essentielles lorsqu'un navire pouvait être traîné sur les plages, laissé dans les zones de marée ou stocké partiellement submergé pendant des mois. Lorsqu'il était vert et non séché, le chêne pouvait être travaillé assez facilement avec les outils simples dont disposaient les artisans vikings, mais il durcissait en séchant, gagnant en force tout en conservant une certaine flexibilité. L'importance culturelle du chêne dans la construction des drakkars était telle que le terme en vieux norrois eikikjolr, quille en chêne, est devenu synonyme d'un navire bien fait. Dans le sud de la Scandinavie, d'anciennes forêts de chênes offraient un accès facile aux bois appropriés, mais les charpentiers de marine du nord de la Norvège faisaient face à un défi. Le chêne ne poussait pas dans leur région. Ces arbres devaient être importés, transportés sur des centaines de kilomètres jusqu'au chantier naval du Nord, un témoignage de l'importance accordée aux bons matériaux. Là où le chêne était indisponible ou d'un coût prohibitif, le pin servait d'alternative, en particulier dans le Grand Nord. Le pin convenait bien pour les ponts et les mâts, même dans les navires majoritairement en chêne, et lorsqu'il était correctement sélectionné et traité, il pouvait remplacer le chêne dans la construction de la coque, bien qu'il n'ait pas la résistance à la pourriture et la solidité du chêne. La transformation de l'arbre en planche de navire révèle la sophistication du travail du bois viking. Plutôt que de scier le bois, ce qui était techniquement possible mais rarement fait, les artisans fendaient le bois, le séparaient le long du grain à l'aide de coins et de maillets.
Ce n'était pas une technique primitive, mais une compréhension avancée de la science des matériaux. Lorsque vous fendez le bois radialement du centre du tronc vers l'extérieur, en suivant le grain, les planches résultantes sont nettement plus solides que le bois scié, car les fibres du bois restent intactes et alignées sur toute la longueur de la planche. Une planche sciée, en revanche, coupe à travers les fibres du grain, créant des points de faiblesse inhérents. L'analyse archéologique des planches de navires vikings montre que presque toutes étaient fendues radialement, souvent à partir d'énormes arbres de vieille croissance. Un seul chêne de 200 ans, soigneusement traité par un artisan qualifié, pouvait produire environ 64 planches. Le bois était travaillé vert, fraîchement coupé et encore plein d'humidité, ce qui le rendait plus facile à façonner et remarquablement flexible. Pour obtenir les formes courbes nécessaires aux planches de la coque, les charpentiers de marine immergeaient parfois le bois coupé dans l'eau pendant de longues périodes, des mois, voire des années, pour le maintenir souple. Lorsqu'elles étaient prêtes à l'emploi, ces planches pouvaient être cintrées pour épouser les courbes de la coque, puis fixées en position où elles sécheraient et durciraient progressivement tout en conservant leur forme. Cette patience, cette volonté de stocker le bois sous l'eau pendant des années pour obtenir des propriétés de travail optimales, démontre un niveau de planification et de compréhension qui remet en question les notions simplistes de technologie médiévale, primitive. Pour maintenir ce bois soigneusement préparé, il fallait des milliers de rivets en fer, chacun forgé à la main et martelé individuellement en place. Les rivets traversaient les planches superposées et étaient fixés du côté intérieur avec des contre-rivures, des rondelles qui répartissaient la force et empêchaient le rivet de traverser le bois. La quantité même de ferronnerie dans un drakkar, des milliers de rivets par navire, signifiait que la forge devenait une partie intégrante de la construction navale. Des découvertes archéologiques, comme l'ensemble d'outils de Dejbjerg du Jutland occidental, révèlent la relation étroite entre ces métiers. La boîte à outils du charpentier de marine comprenait non seulement des haches et des tarières, mais aussi du matériel de forge pour travailler le métal sur place. Les espaces entre les planches superposées étaient scellés avec des poils d'animaux goudronnés, de la laine ou de la mousse, un calfatage qui nécessitait un renouvellement périodique, mais s'avérait remarquablement efficace pour maintenir les navires étanches. Des clous en bois complétaient les fixations en fer à certains endroits, en particulier là où la flexibilité était souhaitée. La coque entière devenait un assemblage soigneusement orchestré de matériaux, chacun choisi et travaillé pour apporter des propriétés spécifiques au navire final. Pourtant, l'aspect le plus remarquable de la construction navale viking était peut-être ce que les artisans accomplissaient avec des outils extraordinairement simples. On peut fabriquer un bateau viking avec rien d'autre qu'une hache, dit le proverbe. Et bien que ce soit une sorte d'exagération, c'est plus proche de la vérité qu'il n'y paraît. La hache était en effet l'outil de prédilection des charpentiers de marine nordique, non pas un instrument de coupe grossier, mais un outil de précision dans des mains expertes. Des haches à longue lame pouvaient lisser les planches jusqu'à leur dimension finale, et les preuves archéologiques montrent que les artisans effectuaient le dressage final des planches de chêne à la hache, et non avec les herminettes ou les planes que l'on pourrait attendre pour le travail de finition. Cela exige une habileté exceptionnelle. La différence entre une surface inacceptablement rugueuse et une surface suffisamment lisse pour des joints rivetés superposés se mesure en millimètres. Et atteindre cette précision en maniant une hache requiert des années d'expérience et un contrôle extraordinaire. Les herminettes aidaient à façonner les sections courbes, les planes affinaient les bords, les tarières perçaient des trous pour les rivets et les chevilles en bois. La sophistication ne résidait pas dans des outils complexes, mais dans l'utilisation d'instruments simples de manière sophistiquée, en suivant le grain du bois
pour en extraire une résistance et une flexibilité maximale, tout en obtenant un poids minimal. C'était un savoir accumulé sur des générations, transmis de maître artisan à apprenti, affiné à travers d'innombrables navires, jusqu'à ce que chaque coup de hache ait un but et que chaque technique ait été testée à l'aune impitoyable de la mer du Nord. Dans une ferme appelée l'île Oseberg, à Tønsberg, dans le Vestfold, en l'an 1903, des ouvriers creusant dans un ancien tumulus funéraire firent une découverte qui allait captiver l'imagination du monde entier. Conservé dans de l'argile bleue qui l'avait protégé pendant plus d'un millénaire, se trouvait un navire viking d'une beauté et d'une complétude extraordinaires. Mis au jour l'année suivante, le bateau d'Oseberg s'est avéré être un navire construit autour de 820 de notre ère, dans l'ouest de la Norvège, inhumé comme navire-tombe en 834 de notre ère. La conservation était remarquable, non seulement la coque, mais aussi de vastes quantités de mobilier funéraire enterré à ses côtés. Le navire mesurait 21,5 mètres de long pour une largeur de 5 mètres, construit pour accueillir 30 rames en 15 paires. Mais le navire lui-même, aussi magnifique soit-il, ne représentait qu'une partie de la découverte. À l'intérieur de la chambre funéraire, les archéologues ont trouvé 2 femmes riches et un éventail étonnant d'artefacts, 4 traîneaux richement sculptés, témoignant des plus hauts niveaux de l'accomplissement artistique nordique, un chariot à 4 roues qui reste le seul chariot complet de l'âge des Vikings jamais découvert, des coffres en bois, des vêtements en laine, des soies importées et d'étroites tapisseries. La qualité et la quantité du mobilier funéraire témoignaient du statut élevé des défuntes, tandis que les lignes élégantes et la décoration du navire révélaient un goût aristocratique. Ce qui rend le bateau d'Oseberg si précieux pour notre compréhension va au-delà de son excellente conservation. Ce navire révèle la sophistication de la culture viking à son apogée. Les sculptures sur les traîneaux et les éléments décoratifs du navire témoignent d'une maîtrise artistique qui défie toute notion de Vikings comme de simples barbares. Les soies importées démontrent des liens commerciaux de grande envergure. Les effets personnels montrent que les membres d'équipage s'asseyaient sur des coffres mobiles contenant leurs possessions, une solution pratique à l'espace limité à bord de ces navires. La coque en chêne et le pont et le mât en pin illustrent l'utilisation sélective de différents bois à des fins différentes en fonction de leurs propriétés. Se tenir aujourd'hui devant le bateau d'Oseberg au musée des navires vikings d'Oslo, c'est être confronté non seulement à un bateau, mais à une image complète de la culture maritime nordique. Le génie technique qui a rendu le navire possible, la hiérarchie sociale qu'il représentait, les croyances spirituelles exprimées par l'inhumation navale et l'accomplissement artistique d'une civilisation souvent rappelée principalement pour sa violence. Le bateau d'Oseberg est devenu une icône, l'un des artefacts les plus reconnaissables de l'âge des Vikings dans le monde, et à juste titre, car il incarne toute la complexité de la société nordique. 23 ans avant la découverte d'Oseberg, un autre tumulus funéraire de la ferme de Gokstad a livré le premier navire viking bien conservé avec de nombreux artefacts. Mis au jour en février 1880 par Nikolai Nikolaisen, le bateau de Gokstad présentait une image différente de celle qu'Oseberg révélerait plus tard. Ce navire, construit autour de 890 de notre ère selon la datation dendrochronologique, a été inhumé avec un homme d'âge moyen de haut rang, mort au combat. Là où Oseberg parlait d'élégance et de raffinement aristocratique, Gokstad témoignait de la puissance martiale et de la capacité de navigation. Le navire accueillait 32 rames en 16 paires, plus grand que le navire d'Oseberg, et portait une voile carrée mesurant environ 110 mètres carrés. Des pilleurs de tombes avaient pillé la sépulture dans l'Antiquité, mais il en restait suffisamment pour fournir des informations. Des armes, des outils, une tente. Mais le navire lui-même fut la révélation.
L'argile bleue l'avait préservé malgré le pillage, et sa construction robuste a permis une analyse détaillée de la façon dont ces navires étaient construits et de leur performance. Des répliques de navires basés sur le bateau de Gokstad ont démontré des vitesses dépassant 12 nœuds sous voile, confirmant les récits historiques sur les performances des dracars, qui pourraient autrement sembler exagérés. Ce n'était pas un navire d'apparat pour l'exposition côtière, mais un véritable navire de guerre océanique, capable de transporter des guerriers à travers les hautes mers et de remonter des rivières hostiles avec la même facilité. Pourtant, les bateaux d'Oseberg et de Gokstad, aussi magnifiques soient-ils, ne représentent que des navires de taille moyenne de l'âge des Vikings. Les découvertes archéologiques ont révélé toute la gamme de la construction des dracars, du Snekja, le plus petit navire utilisable à la guerre, avec seulement 13 bancs de nage accueillant 26 rameurs, aux navires amiraux massifs qui devaient dominer toutes les eaux où ils entraient. Le navire Skuldelev II s'étendait sur 29 mètres de long, avec une largeur étroite de seulement 3,8 mètres, conçu pour porter 60 rames et plus de 66 guerriers. Mais même ce navire impressionnant pâlit à côté du Roskilde VI, découvert sous forme fragmentaire et daté d'environ 1025 de notre ère. Avec plus de 37 mètres de long et 80 postes de nage, le Roskilde VI reste le plus grand drakkar viking connu, un navire qui aurait nécessité d'énormes ressources pour être construit et armé, mais qui représentait l'expression ultime de la puissance navale nordique. La progression de la taille tout au long de l'âge des Vikings raconte une histoire d'ambition et de capacité croissante. À mesure que les charpentiers de marine gagnaient en confiance dans leur méthode de construction et que les souverains cherchaient à impressionner par leur déploiement naval, les navires devenaient plus longs, plus rapides et plus redoutables. Ces trésors archéologiques, extraits de leurs tombes d'argile ou récupérés des fonds de port où ils avaient été délibérément coulés comme barrières, fournissent la base de toute notre compréhension de la construction et des performances des dracars. Bientôt, nous verrons comment ces spécifications se traduisaient en capacité réelle sur l'eau. Lorsque des répliques de dracars basées sur le bateau de Gokstad ont été mises à l'eau à l'époque moderne, elles ont confirmé ce que les sources historiques avaient affirmé, mais que les sceptiques avaient mis en doute. Ces navires étaient extraordinairement rapides. Dans des conditions idéales, avec des vents favorables, des vitesses de 17 à 20 nœuds se sont avérées réalisables, des vélocités qu'aucun autre navire médiéval ne pouvait égaler. Les vitesses de navigation typiques allaient de 8 à 12 nœuds, ce qui est encore impressionnant pour des navires construits il y a plus d'un millénaire. Même à la seule force des rames, les équipages pouvaient maintenir 6 nœuds sur de courtes distances, offrant une flexibilité tactique lorsque les conditions de vent s'avéraient défavorables. Pour les voyages au long cours, les Vikings pouvaient s'attendre à maintenir 5 à 10 nœuds, selon qu'ils comptaient principalement sur la voile ou les rames, que le vent leur était favorable et qu'ils forçaient l'allure ou ménageaient la force de l'équipage. La conception elle-même était optimisée pour la vitesse grâce à un rapport longueur-largeur soigneusement calculé de 7 pour 1. Cette largeur étroite par rapport à la longueur réduisait la traînée, tandis que la longue coque permettait au navire de surfer efficacement sur les vagues plutôt que de les défoncer. Le faible tirant d'eau signifiait moins de surface sous-marine, créant de la friction. Chaque élément conspirait vers un seul objectif, une vélocité maximale avec une résistance minimale. Cet avantage de vitesse ne peut être surestimé lorsqu'on considère la guerre navale et les raids médiévaux. Un drakkar pouvait littéralement distancer n'importe quel navire de poursuite. Les défenseurs côtiers qui apercevaient des pillards pouvaient envoyer des navires pour les intercepter, mais le temps que ces navires arrivent sur les lieux, les Vikings étaient déjà disparus à l'horizon. La capacité de frapper et de se retirer avant l'arrivée des renforts définissait la doctrine tactique viking, et seule la vitesse supérieure du drakkar
rendait cela possible. Imaginez la frustration des commandants médiévaux. Ils reçoivent la nouvelle d'un raid, ils mobilisent des forces, ils atteignent l'endroit et ne trouvent que de la fumée et des cadavres. Les pillards ont disparu, et la poursuite est vaine car les navires conventionnels ne peuvent égaler la vélocité des dracars. Cette vitesse a transformé la guerre, qui n'était plus une question d'équilibrer les forces et de tenir des positions, en un jeu mortel de présence et d'absence, d'apparition et de disparition. Les Vikings n'étaient pas plus rapides parce qu'ils avaient de meilleurs vents ou des courants plus favorables, ils étaient plus rapides parce que leurs navires étaient fondamentalement supérieurs en efficacité hydrodynamique et en propulsion. Le système de propulsion double donnait aux Vikings des capacités que les navires dépendant uniquement de la voile ou des rames n'avaient pas. La voile carrée, suspendue à une vergue horizontale dans la tradition nord-européenne et couvrant environ 110 mètres carrés sur des navires comme le bateau de Gokstad, permettait des voyages efficaces sur de longues distances lorsque les vents s'avéraient favorables. La navigation à la voile exigeait moins d'efforts physiques de la part de l'équipage que la rame, permettant de plus longues distances sans épuisement. Mais les vents sont capricieux, en particulier dans les eaux côtières et les rivières, où le terrain affecte les courants d'air. C'est là que les rames devenaient essentielles. Près du rivage, dans les rivières, pendant le combat, ou lorsque le vent tombait ou tournait, l'équipage affalait simplement la voile et prenait les rames. La rame offrait une indépendance totale vis-à-vis des conditions météorologiques et un contrôle précis du mouvement du navire, des avantages cruciaux lors de la navigation dans des voies navigables étroites ou du positionnement pour une attaque. Pendant le combat naval, la variabilité du vent rendait la navigation à la voile impraticable. Les batailles se livraient à la force des rames, où les capitaines pouvaient manœuvrer avec certitude plutôt que d'espérer des rafales favorables. La capacité de passer sans heurts d'un mode de propulsion à l'autre signifiait que les Vikings n'étaient jamais bloqués à attendre des changements de vent ou limités à des conditions d'eau propices à la rame. Ils s'adaptaient aux circonstances, utilisant le système que la situation exigeait. Cette vitesse, combinée à la manœuvrabilité, créait des navires capables d'aller n'importe où et de faire n'importe quoi. L'accélération rapide fournie par des rameurs entraînés permettait un mouvement instantané depuis des positions stationnaires, ce qui était précieux pour lancer des attaques surprises ou répondre à des menaces inattendues. La conception de la coque longue et étroite permettait des virages serrés malgré la longueur du navire, tandis que la proue et la poupe symétriques permettaient de faire marche arrière sans avoir besoin de faire demi-tour. Le faible tirant d'eau d'environ 1 mètre ouvrait des voies navigables fermées aux navires plus profonds, permettant de naviguer sur des centaines de kilomètres à l'intérieur des terres via les rivières. Les Vikings pouvaient échouer leurs navires directement sur les plages, débarquer des guerriers en quelques secondes, puis repartir et se retirer avec la même rapidité. Aucun autre navire médiéval ne combinait la capacité de naviguer en haute mer avec une telle capacité en eau très peu profonde. Cette polyvalence a transformé les possibilités stratégiques. Les raids côtiers pouvaient pénétrer loin à l'intérieur des terres, les forces militaires pouvaient projeter leur puissance le long des systèmes fluviaux, et l'exploration pouvait se poursuivre dans des eaux trop peu profondes pour les navires conventionnels, tout en conservant la capacité de traverser l'océan. La question à laquelle les défenseurs étaient confrontés n'était pas de savoir si les Vikings pouvaient atteindre un lieu, mais si un lieu était vraiment inaccessible. Comme nous allons le découvrir, les Vikings ont exploité ces capacités avec une brillance tactique qui allait terroriser l'Europe médiévale pendant 3 siècles. Le raid viking classique suivait un schéma affiné par des décennies d'expérience. Une petite bande de guerriers, souvent de 30 à 70 hommes, sur 1 ou 2 navires, approchait d'une colonie côtière ou d'une cible riveraine dans les heures précédant l'aube.
La vitesse et la surprise étaient essentielles. Les pillards connaissaient leur cible, des monastères regorgeant de trésors et pauvres en défense, des villages positionnés pour le commerce plutôt que pour la guerre, des domaines de riches. Le renseignement viking était sophistiqué. Il comprenait les schémas des marées, savait quand les marchés concentraient les marchandises, reconnaissait quelles colonies avaient été récemment pillées et lesquelles restaient de riches proies. L'attaque elle-même était d'une efficacité brutale. Les navires s'échouaient sur la plage, les guerriers déferlaient à terre. La résistance était submergée par le choc et la supériorité des armes. Les objets de valeur étaient saisis, et les pillards étaient de retour à bord et s'éloignaient du rivage avant qu'une réponse organisée ne puisse se former. Dans des conditions favorables, toute l'opération pouvait prendre moins d'une heure. Le temps que les seigneurs locaux rassemblent leurs forces ou que les colonies voisines envoient de l'aide, les Vikings avaient disparu, ne laissant derrière eux que la dévastation. Un raid au début du IXe siècle en Frise démontre l'efficacité exaspérante de cette approche. Lorsque la nouvelle de pillards vikings parvint à Charlemagne, il mobilisa immédiatement des forces et se précipita sur les lieux. L'empereur commandait l'armée la plus puissante d'Europe occidentale, mais à son arrivée, il ne trouva rien. Les Vikings avaient frappé, pillé et étaient repartis. L'armée de Charlemagne, comme tant de forces médiévales, était trop lente, trop lourde pour attraper des pillards qui se déplaçaient avec la rapidité du vent et de la mer. L'impact psychologique de tels échecs s'aggravait à chaque occurrence. Les défenseurs commencèrent à se sentir impuissants. Si même la puissance de Charlemagne s'avérait insuffisante, quel espoir les seigneurs moindres pouvaient-ils avoir? Ce sentiment de futilité jouait directement en faveur des Vikings. Les historiens militaires modernes, en particulier des chercheurs comme Sprague, ont comparé les tactiques de raids vikings aux opérations des forces spéciales contemporaines, de petites unités avec des objectifs spécifiques, une mobilité supérieure, des renseignements détaillés, une insertion et une extraction rapide, et l'utilisation de la surprise pour multiplier l'efficacité. La comparaison est juste. Les Vikings n'étaient pas des berserkers écervelés, mais des guerriers calculateurs employant des tactiques sophistiquées contre des adversaires enfermés dans une pensée militaire conventionnelle. Mais la capacité véritablement révolutionnaire, celle qui a choqué l'Europe médiévale et remodelé la pensée défensive, était la pénétration fluviale. Les Vikings pouvaient faire naviguer leurs navires à faible tirant d'eau sur des centaines de kilomètres à l'intérieur des terres, frappant des lieux qui n'avaient jamais imaginé une attaque navale. La Seine jusqu'à Paris, la Tamise jusqu'au cœur des royaumes anglo-saxons, la Loire profondément en Francie, ces voies navigables devinrent des autoroutes pour les envahisseurs aux proues de dragons. Un jour d'été, en 845 de notre ère, une flotte de navires vikings dirigée par un chef danois remonta la Seine et pilla Paris même, le cœur symbolique du royaume franc. Charles le Chauve, roi de Francie occidentale, fut contraint de payer 7000 livres d'or et d'argent, environ 5670 livres, pour persuader les pillards de partir. Ce n'était pas un raid côtier. Paris se trouvait loin à l'intérieur des terres, soi-disant protégé par la distance des menaces maritimes. Pourtant, les Dracars vinrent quand même, contournant entièrement les fortifications côtières. Le choc psychologique ne peut être surestimé. Si Paris n'était pas en sécurité, aucun lieu n'était en sécurité. Les défenses côtières devenaient inutiles lorsque les pillards les contournaient simplement par les rivières. Les fortifications positionnées pour se prémunir contre les armées terrestres s'avéraient inutiles contre des ennemis qui approchaient de directions inattendues. Les forces militaires médiévales, largement immobiles et liées à des territoires spécifiques par des obligations féodales, ne pouvaient pas répondre avec la rapidité nécessaire pour intercepter les pillards vikings
qui pouvaient couvrir 50 km ou plus par jour dans des conditions favorables. Les tactiques étaient étrangères aux forces anglaises et franques, habituées à la guerre conventionnelle entre armées territoriales. Comment se défendre contre un ennemi qui peut apparaître n'importe où, frapper sans avertissement et disparaître avant que vous ne puissiez rassembler une résistance? Le symbole visuel de cette terreur était la proue en forme de dragon elle-même. Les charpentiers de marine vikings sculptaient des figures de proue redoutables, dragons, serpents et autres créatures de cauchemar, sur les étraves de leurs navires. Celles-ci n'étaient pas simplement décoratives, elles étaient des instruments de guerre psychologiques, conçus spécifiquement pour effrayer et intimider. La vue de la silhouette d'un drakkar à l'horizon est devenue synonyme de mort et de dévastation de l'Angleterre à la Méditerranée. Les communautés côtières maintenaient une veille constante, et lorsque le profil redouté apparaissait, la panique s'ensuivait. Le son des cloches d'église sonnant frénétiquement l'alarme, la vue des gens fuyant avec les objets de valeur qu'ils pouvaient emporter, la certitude que des guerriers allaient bientôt déferler à terre, ce schéma répété a créé une culture de la peur qui a amplifié l'impact militaire réel des Vikings. Ce qui était particulièrement horrifiant pour l'Europe chrétienne était la volonté des Vikings d'attaquer les monastères et les églises. Ces institutions avaient joui d'un certain degré de sanctuaire. Les seigneurs chrétiens en guerre pouvaient s'emparer des châteaux les uns des autres, mais les lieux saints étaient généralement respectés. Les Vikings ne montraient aucune retenue de ce genre. Pour eux, les monastères n'étaient que des cibles riches et mal défendues. Pour les chrétiens médiévaux, ces attaques étaient des violations presque incompréhensibles de l'espace sacré. Les chroniques contemporaines décrivent les Vikings comme des infidèles, des païens sans conscience, voire comme un châtiment divin pour les péchés des chrétiens. Certains moines croyaient sincèrement qu'ils vivaient un jugement apocalyptique. La dimension religieuse amplifiait l'impact psychologique bien au-delà des dommages physiques infligés. Lindisfarne, en 793, avait envoyé une onde de choc à travers la chrétienté, précisément parce qu'elle avait brisé la perception des monastères comme des sanctuaires inviolables. Le raid lui-même était militairement mineur, un petit monastère sur une île isolée. Mais symboliquement, il a marqué le moment où l'Europe médiévale a réalisé qu'aucun lieu n'était sûr, qu'aucune tradition ne protégerait, et que la terreur pouvait arriver sur des ailes de dragon depuis l'autre côté de la mer. Pourtant, malgré tous leurs avantages, les drakkars possédaient des faiblesses importantes qui contribueraient finalement à leur obsolescence. Les éléments de conception même, qui les rendaient efficaces comme pillards, créaient également des vulnérabilités. Le faible franc-bord et le profil bas qui permettaient la furtivité et les débarquements sur les plages signifiaient un désavantage contre des navires plus hauts en combat de navire à navire. Un ennemi sur un pont élevé pouvait faire pleuvoir des flèches et des lances sur le drakkar ouvert, tandis que les Vikings peinaient à atteindre les défenseurs se tenant bien au-dessus d'eux. La construction légère et flexible qui permettait de traverser l'océan dans des navires relativement petits les rendait vulnérables aux navires plus lourds. Une collision avec un navire plus substantiel pouvait littéralement couper un drakkar en deux. Les rames exposées, essentielles à la manœuvrabilité, devenaient de terribles handicaps en combat rapproché, facilement détruites par l'action ennemie et laissant le navire paralysé. Les limitations de stockage créaient des défis logistiques. Avec 60 guerriers affamés ou plus, et pratiquement aucune superstructure pour un stockage abrité, les drakkars nécessitaient de fréquents arrêts de ravitaillement. Ils étaient conçus principalement pour débarquer des troupes plutôt que pour combattre en mer, et bien que cela servît excellemment les objectifs de raid, cela signifiait que les Vikings offraient peu de capacité pour un combat naval soutenu. Ces limitations importaient peu au plus fort de l'âge des Vikings, lorsque les tactiques mettaient l'accent sur l'évitement du combat à armes égales au profit de l'écrasement de cibles faibles.
Mais à mesure que les défenses européennes évoluaient et que la technologie navale progressait, ces faiblesses s'avéreraient de plus en plus coûteuses. L'Europe médiévale n'est pas restée passive face aux raids vikings. Les communautés côtières ont commencé à construire des palissades en bois renforcées de pierres, des tours de guet positionnées pour donner l'alerte précoce de l'approche de navires et des positions fortifiées conçues pour priver les pillards de cibles faciles. Ce n'étaient pas les châteaux de pierre massifs qui domineraient plus tard l'architecture militaire médiévale, mais ils représentaient de véritables tentatives de créer des barrières contre les assauts maritimes. Le terrain naturel a été intégré dans la planification défensive. Les rivières, les lacs et les marais sont devenus des obstacles pour canaliser les envahisseurs vers des positions préparées, tandis que les passages étroits et les traversées de rivières ont été fortifiés pour créer des points d'étranglement où même de petites forces défensives pouvaient tenir contre des groupes de pillards plus importants. L'avantage psychologique a légèrement changé. Les communautés qui se sentaient auparavant totalement impuissantes avaient maintenant au moins quelques moyens de résistance, une certaine préparation qui pouvait sauver des vies, même si elle ne pouvait pas empêcher tous les dommages. Des défenses étagées, des remparts de terre derrière des palissades en bois renforcés de murs de pierre, ont commencé à apparaître aux endroits vulnérables, en particulier autour des riches monastères qui avaient appris à leurs dépens leur attrait en tant que cible. La contre-mesure la plus efficace contre la pénétration fluviale des Vikings s'est avérée être des barrières spécifiquement conçues pour endommager ou entraver les dracars. De lourdes estacades tendues en travers des rivières, des obstacles submergés positionnés pour éventrer les coques à faible tirant d'eau, des chaînes et des filets conçus pour bloquer les rames. Ces mesures visaient directement le plus grand avantage des dracars, en leur refusant la libre circulation sur les voies navigables intérieures. Les preuves archéologiques et documentaires montrent que les communautés confrontées à des raids répétés ont investi des ressources considérables dans de telles défenses. Des contre-mesures navales actives se sont également développées. Les communautés côtières ont commencé à entretenir leurs propres navires de patrouille, créant des flottes défensives pour intercepter les pillards avant qu'ils n'atteignent le rivage. Les systèmes d'alerte précoce sont devenus des réseaux sophistiqués, avec des postes d'observation positionnés pour relayer rapidement des signaux sur de longues distances, offrant un temps précieux pour préparer les défenses ou évacuer les objets de valeur. Aucune de ces mesures n'a empêché complètement les raids vikings, mais collectivement, elles ont augmenté le coût et réduit le taux de réussite, forçant les Vikings à investir plus d'efforts pour des rendements moindres. Le véritable tournant est venu avec l'évolution technologique dans la conception des navires. À la fin du XIVe siècle, un nouveau type de navire dominait les eaux d'Europe du Nord. La cogue. Développée par la Ligue hanséatique pour le commerce, les cogues présentaient des flancs élevés, une capacité de chargement substantielle et surtout pas de rames vulnérables. Elles dépendaient entièrement de la voile. Ce qui rendait les cogues dévastatrices contre les dracars était de la simple physique, l'avantage de la hauteur. Le pont d'une cogue se tenait bien au-dessus du franc-bord d'un dracar, ce qui signifiait que les défenseurs de la cogue regardaient littéralement de haut les attaquants vikings. Flèches, lances et pierres pouvaient pleuvoir sur le dracar ouvert, tandis que les Vikings luttaient inutilement pour escalader des coques bien plus hautes que leurs propres navires. En 1393 à Bergen, des navires de levée norvégiens, des navires de style drakkar traditionnel, ont tenté d'aborder les grands navires des Frères des Vivres et ont complètement échoué. La différence de hauteur rendait l'abordage impossible, tandis que les équipages des cogues pilonnaient les attaquants bas sur l'eau avec des projectiles. Les rames exposées qui donnaient aux dracars une si merveilleuse manœuvrabilité devinrent des faiblesses fatales. Les cogues pouvaient les détruire pendant le combat, laissant les navires vikings paralysés et impuissants. La construction fragile qui rendait les dracars légers et rapides signifiait qu'ils étaient vulnérables à la construction plus lourde des cogues,
une collision pouvait être catastrophique pour le Drakkar. En 1429, lorsque la dernière levée navale de navires de guerre de style viking fut appelée et promptement vaincue par seulement 7 cogs, l'obsolescence militaire du Drakkar était complète. 3 siècles de domination navale prirent fin non pas avec une bataille décisive, mais avec la simple réalité que la technologie navale avait dépassé les capacités du Drakkar. Bien que les Drakkar vikings soient principalement rappelés comme des instruments de terreur, ils ont également servi de véhicules d'exploration extraordinaires. Les mêmes qualités qui en faisaient des pillards efficaces, la navigabilité en haute mer combinée à un faible tirant d'eau, la vitesse et la manœuvrabilité, une construction relativement légère permettant le portage, en faisaient des outils idéaux pour s'aventurer dans des eaux inconnues. Vers 861 de notre ère, un explorateur nordique nommé Nadod, naviguant de Norvège vers les îles Féroé, fut dévié de sa route par des tempêtes et aperçut une île loin au nord-ouest. Cette découverte accidentelle de l'Islande a initié l'expansion nordique dans l'Atlantique Nord. Au IXe siècle, les explorateurs nordiques y avaient établi des colonies, traversant des centaines de kilomètres d'océan dans des navires conçus pour les raids côtiers. Cela nécessitait des techniques de navigation bien au-delà du simple pilotage. Les Vikings pratiquaient la navigation à latitude constante, maintenant une latitude constante à travers l'océan en suivant l'angle du Soleil. Des cadrans solaires gravés de courbes indiquant la position du Soleil à différents moments permettaient aux navigateurs de confirmer qu'ils naviguaient le long de la latitude souhaitée, souvent 61 degrés de latitude nord pour les voyages en Islande. Mais leur outil de navigation le plus remarquable était peut-être la pierre de soleil, un cristal qui polarisait la lumière réfléchie et pouvait détecter la position du Soleil, même à travers une couverture nuageuse complète. Cette capacité était révolutionnaire. Les autres marins étaient aveugles lorsque les nuages obscurcissaient les références célestes, mais les Vikings pouvaient naviguer malgré tout. Depuis l'Islande, l'étape suivante est venue de l'exil et de l'ambition. Éric le Rouge, banni d'Islande pour 3 ans après avoir tué un homme, a profité de son exil pour explorer la côte à l'ouest des colonies nordiques. Il a découvert une terre qu'il a astucieusement nommée Groenland, une décision marketing conçue pour attirer des colons à son retour d'exil. Le nom a fonctionné. Des colons ont suivi Éric pour établir environ 300 fermes regroupées en 2 colonies principales le long de la côte sud-ouest du Groenland. La colonie de l'Est, la plus grande des deux, a abrité entre 3000 et 4500 personnes à son apogée au cours du Xe siècle. Ce n'étaient pas des camps de raids temporaires, mais des communautés agricoles permanentes, des éleveurs de bétail qui avaient traversé l'un des passages océaniques les plus dangereux du monde pour construire de nouvelles vies dans un environnement hostile. Les voyages nécessitaient des navires de charge appelés knarr, plus larges et plus profonds que les Drakkar, mais construits selon les mêmes techniques de construction à clin. Ces navires traversaient régulièrement l'Atlantique Nord en transportant du bétail, des moutons, des matériaux de construction et des articles ménagers. L'établissement réussi des colonies du Groenland a démontré que les navires vikings pouvaient soutenir la colonisation sur des distances océaniques, et pas seulement mener des raids éclairs. Pourtant, le saut le plus audacieux restait à venir. Quelques années seulement après l'établissement des colonies du Groenland, les Vikings poussèrent plus à l'ouest. En 986 de notre ère, Bjarni Herjolfsson, dévié de sa route en naviguant vers le Groenland, aperçut une terre à l'ouest du monde nordique connu, mais n'y débarqua pas. 15 ans plus tard, autour de l'an 1000, Leif Erikson, le fils d'Éric le Rouge, explora la région en détail et établit une petite colonie. Les sagas nordiques décrivent 3 régions distinctes, Helluland,
la terre des pierres plates, probablement l'île de Baffin, Markland, la terre des forêts, peut-être le Labrador, et Vinland, dont le nom pourrait signifier « terre du vin » ou « terre des prairies », représentant la côte de l'Amérique du Nord. Pendant des siècles, les historiens ont débattu de la nature mythique de ces récits. Mais en 1960, des fouilles archéologiques à Lance aux Meadows, à la pointe nord de l'île de Terre-Neuve, ont révélé le seul site nordique confirmé en Amérique du Nord. La datation au radiocarbone a placé l'occupation autour de l'an 1000 de notre ère, correspondant parfaitement à la chronologie des sagas. Le site montre des preuves d'élevage, pas de raids, une expansion pacifique de la colonisation agricole nordique à travers l'Atlantique Nord. Cela représente l'étape finale d'un voyage remarquable de la Scandinavie à travers la mer du Nord jusqu'en Écosse et en Irlande, puis vers l'Islande, le Groenland, et enfin l'Amérique du Nord. Tout cela accompli dans des navires qui pouvaient aussi bien remonter la Seine en raid que traverser 1000 kilomètres d'océan. Le déclin du Drakkar ne fut pas une catastrophe soudaine, mais une obsolescence progressive à mesure que la technologie maritime évoluait. À la fin du XIVe siècle, les vulnérabilités qui avaient toujours existé étaient de plus en plus exploitées par des adversaires qui avaient appris de dures leçons au cours de siècles de raids vikings. Des ports fortifiés entourés de murs s'étendant dans l'eau refusaient un accès facile aux pillards. Des forces navales organisées employant des navires plus hauts et plus lourds annulaient les avantages tactiques du Drakkar. Les préférences royales se sont déplacées vers des navires avec des cabines et des superstructures qui offrèrent du confort pour les voyages prolongés, des commodités impossibles dans la conception ouverte du Drakkar. Les changements économiques ont favorisé la capacité de chargement au détriment de la vitesse. Les routes commerciales exigeaient des navires capables de transporter des marchandises substantielles de manière rentable, et le stockage minimal du Drakkar le rendait inadapté au commerce. Les batailles navales favorisaient de plus en plus les navires à haut bord, lourdement armés, capables de monter de l'artillerie et de fournir des positions protégées pour les archers, rendant le Drakkar à profil bas un piège mortel en combat de navire à navire. La fin symbolique est survenue en 1429, lorsque la dernière levée de navires de guerre de style viking traditionnel a été vaincue par 7 cogs. L'ère du Drakkar en tant que navire militaire de première ligne était révolue. Pourtant, l'influence de la construction navale viking s'est étendue bien au-delà de l'obsolescence du Drakkar en tant que navire de guerre. La méthode de construction à clin a profondément influencé le développement maritime médiéval. La cogue elle-même, le navire même qui a rendu les Drakkars obsolètes, employait des techniques de construction à clin adaptées de la tradition viking. Au XIIIe et XIVe siècle, la domination de la Ligue hanséatique sur le commerce nord-européen reposait sur des cogs qui étaient des descendantes directes, sur le plan technologique, de l'innovation viking. Même pendant l'ère des grandes découvertes, des éléments de la construction à clin sont apparus dans des navires qui allaient transporter les Européens autour du globe. La caravelle, le type de navire associé à l'exploration portugaise et espagnole, incorporait des idées des navires à clin d'Europe du Nord, aux côtés de la construction à carvelle méditerranéenne. La perfection par les Vikings de l'aviron de gouverne a changé la navigation de façon permanente. Bien que les navires ultérieurs développeraient le gouvernail d'étambot, les principes que les Vikings maîtrisaient sont restés pertinents. La compréhension que la flexibilité pouvait être avantageuse plutôt que simplement acceptable dans la construction navale a influencé l'architecture navale pendant des siècles. En Europe du Nord, les constructeurs de bateaux traditionnels ont continué à utiliser les techniques à clin jusqu'au XXe siècle, maintenant une tradition ininterrompue depuis l'âge des Vikings. La conception navale moderne se débat encore avec des principes que les Vikings comprenaient il y a plus d'un millénaire. La vitesse, la polyvalence et l'adaptabilité restent au cœur de l'architecture navale. L'industrie du yachting conçoit des voiliers pour les eaux agitées
en utilisant des concepts de stabilité et de flexibilité qui remontent aux innovations vikings. Des chercheurs contemporains étudient les conceptions historiques de navires vikings à la recherche d'idées pour améliorer l'efficacité des voiliers modernes, en particulier alors que l'intérêt pour les alternatives écologiques aux embarcations motorisées grandit. L'American Society of Mechanical Engineers reconnaît formellement la compréhension viking de la flexibilité structurelle comme une réalisation d'ingénierie significative qui a influencé la construction navale pour les années à venir. Le fait que des ingénieurs modernes puissent étudier des conceptions vieilles de 1000 ans et en extraire des principes pertinents témoigne de la solidité fondamentale des connaissances des charpentiers de marine vikings. Il ne s'agissait pas de succès accidentels, mais de décisions d'ingénierie délibérées basées sur une profonde compréhension des matériaux, de l'hydrodynamique et de l'environnement maritime. L'héritage culturel et symbolique s'avère tout aussi durable. Lorsque les bateaux de Gokstad et d'Osberg ont été découverts au tournant du XXe siècle, ils sont arrivés à un moment crucial de l'histoire norvégienne. La Norvège émergeait de siècles de subordination au Danemark et à la Suède, revendiquant son identité nationale et son indépendance. Les magnifiques navires sont devenus des symboles du patrimoine culturel scandinave commun, une preuve tangible d'ancêtres qui avaient remodelé l'Europe médiévale. Lorsque la Norvège a obtenu sa pleine indépendance en 1905, ses trésors archéologiques ont incarné la fierté nationale. Aujourd'hui, les navires vikings continuent de susciter un immense attrait public dans le monde entier, exposés en bonne place au musée des navires vikings d'Oslo, où les visiteurs sont confrontés à la réalité physique de navires qui ont autrefois transporté des guerriers à travers les océans et remonté des rivières hostiles. Les navires sont devenus des icônes, reconnus mondialement comme des représentants de l'accomplissement nordique. Ils contribuent à l'identité culturelle nordique, assurant une continuité entre le passé et le présent, reliant les Scandinaves modernes à des ancêtres dont le génie technique et l'exploration audacieuse ont créé l'une des périodes les plus dynamiques de l'histoire. Dans la culture populaire, le drakkar à proue de dragon reste le raccourci visuel instantané pour l'âge des Vikings, sa silhouette immédiatement reconnaissable près d'un millénaire après la construction du dernier véritable drakkar. La question de savoir pourquoi les drakkars vikings étaient si terrifiants et efficaces exige une réponse multidimensionnelle, car leur succès est né de la convergence de nombreux facteurs travaillant en harmonie. L'excellence de l'ingénierie de la construction à clin offrait la force par la flexibilité, permettant aux coques de bouger avec les vagues plutôt que de lutter contre elles. La sélection minutieuse des matériaux, chaînes fendues dans le sens du grain, rivets en fer forgés à la main par milliers, poils d'animaux goudronnés scellant les joints, a créé des navires à la fois légers et robustes. Le faible tirant d'eau et la conception symétrique ont permis des opérations amphibies impossibles pour les navires conventionnels, transformant les rivières en autoroutes et les plages en zones de débarquement. Les systèmes de propulsion double accordaient une indépendance vis-à-vis des conditions météorologiques, permettant aux Vikings de naviguer lorsque les vents étaient favorables et de ramer quand ils ne l'étaient pas. Mais l'excellence technique seule ne crée pas la terreur. Les Vikings ont appliqué l'innovation tactique, perfectionnant les raids éclairs qui exploitaient une mobilité supérieure contre des forces plus lentes et plus conventionnelles. Ils recueillaient des renseignements, sélectionnaient des cibles vulnérables et frappaient avec une efficacité dévastatrice. La dimension psychologique a multiplié leur impact. Les navires à proue de dragon sont devenus des symboles de mort, leur simple apparition provoquant la panique. L'intelligence stratégique guidait les opérations, dirigeant les efforts vers un rendement maximal avec un risque minimal. Et à la base de tout se trouvait l'ingéniosité humaine, des générations de charpentiers de marine et de marins affinant les techniques
apprenant de leurs échecs, innovant des améliorations, jusqu'à ce que le Drakkar représente le summum de la technologie maritime de l'Europe du Nord. En regardant en arrière d'un point de vue moderne, nous pouvons tirer de précieuses leçons de l'histoire du Drakkar viking. Elle démontre comment une rupture technologique peut remodeler la guerre et l'exploration. Une seule innovation, dans ce cas, la construction à clin combinée à une conception à faible tirant d'eau, a créé des avantages asymétriques qui ont submergé les adversaires pendant des siècles. Le Drakkar nous enseigne que la vitesse et la mobilité peuvent l'emporter sur la taille et la force, que la flexibilité tactique s'avère souvent plus précieuse que la puissance brute. Nous voyons comment la guerre psychologique et la création de symboles peuvent multiplier les capacités physiques, comment la silhouette à proue de dragon terrifiait au-delà du danger réel qu'elle représentait. L'histoire révèle également l'importance de l'adaptation. L'innovation continue des Vikings et le développement éventuel de contre-mesures efficaces par les Européens montrent des civilisations qui apprennent et évoluent. La persistance de bons principes de conception à travers les siècles nous rappelle que la sagesse de l'ingénierie perdure. Ce que les Vikings comprenaient sur les matériaux, la flexibilité et l'hydrodynamique restent pertinents aujourd'hui. Les parallèles contemporains abondent. Les navires de guerre modernes équilibrent toujours la vitesse et la stabilité, la polyvalence et la spécialisation. Les forces d'opération spéciales emploient encore des tactiques que les Vikings reconnaîtraient: petites unités, mobilité supérieure, renseignements détaillés, insertion et extraction rapide. Les courses aux armements technologiques se poursuivent, les avantages d'une génération devenant les vulnérabilités de la suivante à mesure que les adversaires s'adaptent. Derrière les statistiques et les spécifications techniques, nous devons nous souvenir de l'élément humain. Les Drakkar représentaient l'accomplissement suprême de la société nordique, la connaissance accumulée de générations d'artisans, l'habileté des navigateurs qui traversèrent des océans inconnus en utilisant des indices célestes et la lumière polarisée, le courage des guerriers et des explorateurs qui s'aventuraient dans des terres hostiles et à travers des mers terrifiantes. Les sépultures navales comme celles de Gokstad et d'Oseberg révèlent la profonde signification culturelle et spirituelle que ces navires revêtaient. Ils n'étaient pas de simples outils, mais des expressions d'identité, des moyens de passage vers l'au-delà, des symboles de statut et d'accomplissement. Les voyages d'exploration vers l'Islande, le Groenland et l'Amérique du Nord démontrent une volonté de tout risquer sur la solidité de coques en bois et l'habileté des équipages, traversant des océans où une seule grosse tempête pouvait signifier la mort pour tout le monde à bord. Ce courage, combiné à un génie technique, a remodelé l'Europe médiévale de façon permanente. L'expansion viking a modifié les frontières politiques, introduit de nouveaux éléments génétiques et culturels dans les populations de la Russie à l'Angleterre, influencé les langues et transformé les réseaux commerciaux. Le Danelaw en Angleterre, la culture norroise gaélique en Écosse et en Irlande, les royaumes de la Russe en Europe de l'Est, tous sont nés des voyages en Drakkar. Alors, pourquoi les Drakkar vikings étaient-ils si redoutablement efficaces? Parce qu'ils représentaient un alignement parfait de la conception, de la tactique, du courage et du moment historique. Ils étaient le navire idéal pour leur époque, exploitant une fenêtre d'opportunité entre la chute de la domination maritime romaine et le développement de la puissance navale européenne médiévale. Pendant 3 siècles, du raid de Lindisfarne en 793 au déclin progressif au XIVe et XVe siècle, ces navires ont dominé leur domaine. Ils sont finalement devenus obsolètes à mesure que les défenses européennes évoluaient et que la technologie navale dépassait leurs capacités, mais leur influence a persisté dans les traditions maritimes qu'ils ont façonnées. Les techniques de construction à clin, les principes de flexibilité et de vitesse, l'intégration de la rame et de la voile, ces innovations ont survécu aux Drakkar eux-mêmes,
incorporée dans les navires successeurs et transmise à l'ère moderne. Plus d'un millénaire après que le dernier véritable drakkar viking a pillé une côte étrangère, nous reconnaissons ces navires comme des réalisations d'ingénierie remarquables, un témoignage de ce que des artisans qualifiés peuvent accomplir avec des outils simples, une profonde compréhension des matériaux et une conception brillante. Ils ont changé l'histoire, élargi le monde connu et terrifié un continent. Ils restent, au sens le plus plein du terme, extraordinaires. Merci de m'avoir rejoint pour cette exploration des drakkars vikings et de la merveille d'ingénierie qui en a fait la terreur des mers médiévales. J'espère que vous avez acquis une nouvelle appréciation de la sophistication de la construction navale viking, du génie tactique qui a transformé des bateaux en instruments de conquête et d'exploration, et de l'héritage durable que ces navires ont laissé dans l'histoire maritime. La prochaine fois que vous verrez un voilier fendre des eaux agitées, pensez aux Vikings qui, il y a plus de 1000 ans, comprenaient des principes de flexibilité, de vitesse et de navigabilité que les ingénieurs modernes étudient encore. Si vous avez apprécié cette plongée approfondie dans la technologie maritime médiévale et les navires qui ont remodelé l'Europe médiévale, je serais ravi que vous donniez un « j'aime » à cette vidéo. Partagez vos réflexions dans les commentaires. Quel aspect des drakkars vikings vous a le plus surpris? Était-ce la sophistication de l'ingénierie, les techniques de navigation qui ont permis les traversées océaniques, les innovations tactiques, ou peut-être la colonisation pacifique de l'Amérique du Nord des siècles avant Colomb? Abonnez-vous pour plus d'exploration de l'histoire médiévale et des technologies qui ont façonné notre monde. D'ici la prochaine fois, continuez à découvrir les innovations remarquables de nos ancêtres. Et souvenez-vous que parfois, les réalisations les plus transformatrices émergent d'une compréhension profonde des matériaux, d'une conception brillante et d'une grande audace.